André Latusque, né le 8 février 1924 à Pau, au décès de mon père, ma mère a eu un emploi réservé au PTT comme femme de ménage à Biarritz. Donc nous allons nous transporter à Biarritz en 1935. Et puis arrivent les menaces de Munich, première mobilisation. Alors ma grand-mère et ma mère m'amènent à la gare de Biarritz pour voir les réservistes qui devaient partir en 1938. Il y a eu une première mobilisation. Bon, la guerre commence à s'installer, la drôle de guerre, ni personne avançait, ni personne ne reculait. Et alors, au collège, nous avions beaucoup d'effervescence parce que ce que l'on voyait quand même, c'est qu'il y avait eu une première attaque allemande dans tout à fait le nord, l'invasion de la Belgique, et on avait eu un afflux de réfugiés à Biarritz venant des pays de l'Est, et en particulier de la Belgique, qui arrivaient et qui parlaient et qui nous disaient les hordes allemandes, c'était pas du tout la belle armée que l'on voulait nous faire voir, mais c'était des monstres, des assassins qui brûlaient tout, qui ne respectaient rien. Et puis on commençait à parler de l'évasion vers l'Espagne, bien avant la débâcle. Ma mère c'était très difficile pour elle d'avoir un garçon comme moi. La situation se dégradait, les Boches arrivaient avec une vitesse foudroyante, ils envahissaient la France. Et alors elle n'avait qu'une peur, que je foute le camp n'importe comment. Alors on a décidé de me trouver un emploi dans un atelier qui travaillait à Bayonne, qui travaillait pour la défense nationale. Ça s'appelait les établissements Barlan. Je suis obligé un jour de quitter Biarritz. Voilà. Parce que, à la suite de mon travail justement de ces établissements Barlan, quand les Boches sont arrivés, ils se sont emparés de tous les listings des entreprises qui travaillaient pour l'armement. Et je me suis trouvé réquisitionné à 16 ans pour aller travailler chez Todd. C'était en novembre 40. Alors comme je ne voulais surtout pas travailler pour les Allemands, on m'a envoyé en zone libre. Et je me suis retrouvé à errer de cache en cache, et ça m'a mené à Vic-Bigorre. Et c'est là, à Vic-Bigorre, alors on va faire court, je saute 2 ans là, 2 ans d'errance. En 1942, après avoir passé un concours des PTT, je suis envoyé donc d'abord à Saint-Jean-de-Luz comme employé des PTT, et ensuite à Bordeaux, où je suis arrêté par la Gestapo. On me saisit les papiers, je m'enfuis, je réussis à m'enfuir, et je me retrouve à nouveau à Bagnères-de-Bigorre, où nous sommes en début 1943, où d'office, je monte dans une unité qui était chargée de monter les premiers maquis. On a commencé à s'organiser, on avait un chef qui était un ancien militant syndicaliste, et on nous a appris la survie, d'autant que dans notre groupe, il y avait des anciens des brigades internationales. On les appelait des brigadistes, qui étaient très habitués à la clandestinité et à la lutte de guérilla. Je suis resté donc dans ce maquis pratiquement un an et demi. Au retour d'une préparation d'un coup de main, je tombe pour rejoindre notre maquis, on venait de Lourdes, je tombe dans un torrent et on a dû me rapatrier. Je suis rapatrié à Pau et comme élément dormant, c'est-à-dire mobilisable à tout instant. Dès que l'ordre m'en était donné, je devais répondre à ces instructions. Et on me nomme un agent de liaison, mon épouse, qui est devenue mon épouse, qui me portait toutes les semaines, on avait un rendez-vous dans des lieux différents, qui me donnait des directives. Chargé de faire du recrutement, ramasser des médicaments, enfin, toutes les petites choses qui étaient nécessaires dans un maquis, du ravitaillement, des tickets d'alimentation. La première action militaire, elle se situe en 43, le début 1944, quand je suis arrivé à Pau, j'avais été versé par le corps franc dans la section D. La section D, c'était la section du bataillon chargée de la destruction. Le chef en était, et il venait d'être tué, Amiot. C'était un agent qui avait été parachuté à Cassagnon-Magnoac, d'Angleterre, avec son collègue Philippe Lausier, et qui avait formé des chefs de groupe, dont notre chef s'appelait Capitaine Mercier. C'était un agent des GER
deuxième échelon, qui appartenait au réseau Alliance et qui, lui, nous a pris dans son réseau. Et ça s'appelait Section D, Capitaine Mercier, dit Free. On a mené une très grosse action le 9 et 10 juin 1944 dans la région d'Artix, sur la commune de Labastide-Montrégeau. On nous a donné pour mission d'arrêter il y avait une colonne de chars de la Das Reich qui était en train de charger sur des plateformes à la gare d'Artix les chars qu'elle récupérait, qui étaient égayés un peu dans toute la nature, dans tout le pays. Donc comme c'était après le débarquement, ils récupéraient tous ces chars pour les envoyer sur le front de Normandie. Et c'est à Artix qu'ils le chargeaient, et il nous a été demandé d'interdire l'accès par la voie ferrée sur la ligne au départ d'Artix vers Toulouse. Free nous avait réunis et il nous avait expliqué qu'on allait saboter 14 pylônes, les uns derrière les autres, de façon à créer un embarras sur les voies. On part donc pour faire ce sabotage, on fait sauter les 14 pylônes, et le lendemain matin, on a vu notre chef arriver, Free, furieux, en nous disant « ça a été loupé, les pylônes ne sont pas cassés, ils se sont juste pliés, il faut qu'on y revienne ». Alors revenir sur un sabotage qui s'étend sur à peu près 1,5 km de voie ferrée, hein, il faut penser que les poteaux sont distants l'un de l'autre de 80-85 mètres, et y revenir alors que les Boches sont à 4 km à vol d'oiseau de notre campement, qu'il y a une effervescence des SS qui nous cherchent partout. Alors, c'était pas marrant. On est parti 2 heures à l'avance pour se planquer, pour regarder tout. Avec les mains, on avait chacun une paire de jumelles, on regardait partout, si rien ne bougeait. Enfin, tout avait l'air calme. Et puis on a refait le sabotage. Ça s'est très bien passé. Et on a cassé, ce coup-là, on a cassé les pylônes et on a rendu la voie inutilisable pour une très longue période. J'ai été fait prisonnier, moi également. Lors d'un sabotage, je vais faire un sabotage, je suis attendu et je suis livré. Ils ont fait sauter la maison et ils m'ont assommé. On a été livré au SS. On est d'abord transféré à partir du 10 août 1944. Nous quittons la prison de Pau et on est transféré, certains des prisonniers sont transférés au casino municipal. Il s'agissait de Echer-Laon, de Germain Henri Edesbourg et de jeunes normaliens. Ce qui fait que nous étions à ce moment-là 10 prisonniers. Il s'agissait donc de ce que je viens de citer, de Yves et Lucien Liquette qui étaient mes 2 compagnons, de Loulou Lavie qui était un camarade du corps Franc-Pommiès, et de Georges Lassalle et de Jean Darigrand, qui étaient des camarades de résistants. Nous n'avions jamais voulu nous reconnaître dans des confrontations entre Jean Darigrand et moi-même. Ils soupçonnaient que nous nous connaissions, mais ils n'avaient aucune preuve. Alors on a maintenu longtemps ces choses-là, et un jour, on nous fait monter dans un clocheton où il y avait un bureau, et l'officier nazi était fou, mais une furie, en nous menaçant, il parlait en allemand, puis tout d'un coup il nous dit « Französisch, Grossfilou », puis il nous pointe du doigt, et à l'encontre de Jean Darigrand, il lui dit, alors qu'il parlait très bien le français, l'allemand, il lui dit « Toi, comme un frère avec lui », c'est-à-dire qu'on se connaissait. Et il nous dit « Ah, mais vous connaissez aussi peut-être Capitaine Mercier ». Capitaine Mercier, on le connaissait pas. Et c'est effectif, hein, on ne le connaissait pas. Alors, il jouait au théâtral, hein, cet officier-là. Il nous dit « Ah, mais peut-être aussi que vous le connaissez sous un autre nom. » Et il nous dit « Free ». Et voilà. Et en redescendant, dans les halls du casino, il y avait un bordel, il y avait un monde, il y avait des filles, des putes, tout ça. Et il y en a 2 qui se détachent et qui viennent vers nous, vers Jean et moi, et nous disent « Courage les petits, les Alliés ont débarqué en Provence ». Quelques jours après, ils viennent chercher Loulou Lavie. Il tremblait à la pensée que Jean Darigrand et moi
puisque nous nous connaissions, qu'on parle, et peut-être si on avait été... Parce qu'on n'a jamais été torturé. On a été battus, mais jamais torturés. Et finalement, on voit disparaître Loulou Lavie, un copain qui avait été pris avec lui, mais qui n'avait rien à voir avec la résistance. Et je crois que c'est le lendemain, ils sont descendus et ils sont venus chercher Cherlan, La Salle, Darigran, Ezelsbourg et les 2 normaliens. Et on se retrouve donc 4, mes deux beaux-frères, non 3, mes 2 beaux-frères et moi. On se retrouve tout seul dans la cellule. Et dans la nuit, je sais pas, la nuit, dire quelle heure c'était, on ne sait pas. Et on te voit surgir 5 individus, ou 6, je ne sais plus combien ils étaient, des SS, sans un mot, sans rien dire. Ils nous font signe avec la mitraillette de se lever, on se lève, et puis ils nous pointent. Ça a duré un temps très long, c'était angoissant d'attendre. Alors je leur demande si on pouvait aller aux latrines depuis 3 jours, au moins, ou 4 jours. On n'avait plus d'eau et on n'allait plus aux latrines. On monte au premier où il y avait les latrines, et pour la première fois depuis 3 jours, on essaie de faire nos besoins, de faire ce qu'on pouvait, puis de faire durer le plaisir. On sort et ils nous repointent à nouveau et ils nous laissent là dans les latrines. C'était des latrines publiques autrefois, ces trucs-là. Et on reste là, attends. Puis tout d'un coup, ils nous font signe de partir. On part, et devant, il s'en met un qui nous montre le chemin, et qui ouvre la marche, et qui nous amène sur la terrasse, côté sud. Et là, il nous repointe. Et alors, ça a duré, je ne sais pas combien de temps, mais très longtemps. Et ils étaient là à se demander ce qu'ils allaient faire de nous. Puis tout d'un coup, ils nous font signe de redescendre, on descend, on s'installe dans la pièce, ils ferment, ils coupent le courant, et on n'a jamais plus revu personne. Voilà.